Merci beaucoup. Donc moi, je vais vous présenter la filière biologie médicale. Donc je suis actuellement interne en troisième semestre. Je suis en hématobiologique à l'hôpital Cochin. Donc l'internat de biologie médicale, si ça passe, je suis pas sûre que ça marche. Super. Donc c'est un internat qui se déroule en 4 ans. En fait, c'est comme l'internat de PH. Les 2 premières années, c'est ce qu'on appelle la phase socle. Donc vous allez faire 4 semestres, parmi lesquels il y aura 3 stages obligatoires à choisir. Donc un stage de biochimie, d'hématologie et un stage de bactériologie. Et le quatrième semestre qui peut être réalisé soit en semestre 3, soit en semestre 4, c'est le stage libre. À la fin de cette phase socle, vous allez signer le contrat de formation avec le coordinateur de DES et rentrer alors en phase d'approfondissement, donc qui est l'année pendant laquelle vous allez soutenir votre thèse d'exercice, ce qui vous permet de devenir docteur junior et de faire la dernière phase, donc la phase de consolidation, où vous avez le statut de docteur junior avec une mise en responsabilité progressive. Et sur ce schéma-là, vous avez aussi la possibilité qui vous est notée de faire une FST optionnelle, donc on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et à la fin de la phase de consolidation, vous soutenez votre mémoire de DES qui vous permet de finir l'internat de biologie médicale. Donc après la phase socle, donc pendant laquelle vous allez passer forcément en biochimie, en hématologie et en microbiologie, vous allez choisir votre option précoce. Donc soit biologie générale, ce qui était auparavant la biologie polyvalente et qui donne notamment accès au laboratoire de ville ou aux centres hospitaliers généraux. Une autre option, c'est la médecine moléculaire génétique pharmacologie, donc qui ouvre la possibilité d'exercer dans des domaines assez larges qui vont de la biochimie et la biologie moléculaire, la génétique moléculaire, la cytogénétique, la pharmacologie et la toxicologie. Voilà, c'est passé tout seul. Comment je reviens en arrière? Parfait. Donc l'hématologie et l'immunologie. Donc ça, l'hématologie, vous avez à la fois la partie coagulation avec l'hémostase, tout ce qui est oncohématologie avec la cytologie et l'immunologie. Donc il y a aussi la transfusion. Vous pouvez travailler à l'EFS, les thérapies cellulaires et génétiques. L'option précoce agent infectieux qui regroupe toute la microbiologie, donc qui vous permet d'exercer soit en bactériologie, en virologie, en parasitologie ou en mycologie. Et la spécialité médecine de la reproduction, donc biologie de la reproduction, qui est intégrée dans la prise en charge des patients qui sont en PMA. Donc, en fait, à la fin de la FASOC, vous avez un entretien avec le coordinateur de DES et chaque responsable de DES avec lesquels vous allez discuter du déroulement de votre FASOC, de vos souhaits, de ce que vous voulez faire ensuite comme spécialité, si vous hésitez aussi. Et eux vont essayer de vous orienter au mieux. Il n'y a aucune place limitée dans chaque option précoce. Donc, en fait, c'est vraiment, ça vous permet de choisir ce qui vous plaît. Et à la fin de la phase socle et après cet entretien, vous allez signer ce qu'on appelle le contrat de formation. Donc, en fait, c'est comme une petite maquette qui reprend votre projet avec votre choix précoce et votre sujet de thèse qui sera donc établi à la fin de la phase socle, sachant que ça peut évidemment évoluer au cours de la phase d'approfondissement si jamais vous changez. Mais en tout cas, il est important de signer ce contrat de formation à la fin de la phase socle pour pouvoir rentrer en phase d'approfondissement. Donc, pardon. La phase d'approfondissement, donc c'est la troisième année, donc c'est au 5e et au 6e semestre. Ça se déroule en 2 stages de 6 mois qui sont en lien avec votre option précoce choisie. Vous validez cette phase par un oral et vous devez obligatoirement soutenir votre thèse d'exercice avant la fin de cette phase d'approfondissement, puisqu'en fait, c'est la thèse d'exercice qui vous donne ensuite le statut de docteur junior avec inscription à l'ordre et qui vous permet de réaliser votre dernière année d'internat, donc qui est la phase de consolidation et qui se déroule, contrairement à d'autres internats, par exemple de médecine, de spécialité de médecine, ce sera encore 2 semestres. Donc, ce sera le 7e et le 8e semestre. Donc là, à ce moment-là, vous êtes thésé et inscrit à l'ordre. Donc, c'est ce qui permet une mise en responsabilité progressive de l'interne, qui n'est plus interne mais docteur junior. Donc, c'est un statut à cheval entre les deux. En option biologie générale, vous devez réaliser 2 stages qui sont en lien donc, avec de la biologie polyvalente.
Si vous avez choisi l'option biologie de la reproduction, vous devez réaliser un stage en biologie de la reproduction et un autre stage qui doit être effectué de préférence dans un lieu donc, qui accueille des actes de PMA ou dans un lieu de médecine moléculaire génétique. Pour les autres options, vous devez réaliser forcément un stage qui est en lien avec votre option et un stage qui ne peut ne pas être en lien avec votre option, mais qui doit quand même être agréé en biologie médicale. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous voulez réaliser des interchus, c'est surtout en phase d'approfondissement qu'on peut les réaliser. Et il y a aussi la possibilité de réaliser une année recherche ou une année de disponibilité si vous voulez faire un Master 2. À la fin de votre phase de consolidation, vous soutenez le mémoire de DES et un examen oral. Et donc, en fait, c'est à la fois votre thèse d'exercice plus la soutenance du mémoire de DES et la validation des 3 phases socle, approfondissement et consolidation qui vous permet d'obtenir le diplôme d'études spécialisées en biologie médicale. Donc, en ce qui concerne les FST qu'on a vu tout à l'heure sur le petit schéma récapitulatif du parcours en biologie, en fait, c'est des formations spécialisées transversales. Donc, c'est une année qui se rajoute à vos 4 années d'internat et qui vous permettent une formation complémentaire de ce que vous voyez au cours de votre internat en biologie. Donc, ça peut être par exemple un an dans un service clinique si vous faites de l'hématologie. Par exemple, ça peut être bien de faire une FST en hémostase pour voir un peu comment on fait des consultations d'hémostase. En génétique, c'est pareil, vous pouvez faire un an dans un service qui fait de la clinique et qui fait des consultations de conseil génétique. Donc, ça vous permet d'avoir une approche complémentaire à votre exercice et qui vient s'ajouter aux compétences que vous connaissez déjà en biologie. Donc, il y en a 8 qui sont disponibles pour l'internat de biologie médicale. Vous avez la liste qui est mise ici. Donc, les FST, c'est un petit peu nouveau, c'est en train de se mettre en place. Il ne faut pas hésiter à aller vous renseigner sur le site de la FNSIPBM, qui est le syndicat national, et qui explique un petit peu comment il faut candidater et qu'est-ce que ça vous apporte en plus à votre internat. En tout cas, c'est important de retenir que c'est une année en plus qui vous permet vraiment d'avoir une formation complémentaire qui se surajoute à ce que vous allez apprendre au cours de l'internat en biologie. Et par contre, c'est complètement différent du Master 2 que vous pouvez faire pendant une année recherche ou des DU qui sont des formations complémentaires que vous pouvez réaliser en dehors de l'internat. Donc, si on parle un petit peu du rôle de l'interne en biologie médicale, en fait, vous êtes un biologiste en formation. C'est-à-dire que vous allez acquérir peu à peu des compétences qui vont vous permettre de devenir spécialiste dans votre domaine, dans votre spécialité. Vous allez être responsable du prélèvement complet, c'est-à-dire du moment où il est prélevé jusqu'au moment où le résultat est validé et rendu. Donc, vous devez superviser les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. Donc, c'est-à-dire s'assurer de la bonne qualité du prélèvement et de la véracité du rendu des résultats, que vous rendez bien les bons résultats. Vous êtes aussi responsable des résultats qui sont urgents à téléphoner au service pour qu'ils aient les résultats tout de suite. Donc, vous allez prendre part à la validation des résultats biologiques et rendu des avis biologiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rendus de résultats qui s'accompagnent de conseils aux prescripteurs ou auprès des services cliniques. Vous allez gérer aussi les prélèvements urgents, par exemple les prélèvements de LCR, les recherches de paludisme qui doivent être rendues notamment en moins de 2 heures, une recherche de schizocyte chez une femme enceinte. Donc, c'est des exemples de prélèvements qui sont urgents et dont le rendu des résultats doit se faire de façon extrêmement rapide. Vous pourrez aussi participer au staff ou aux réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc ça, c'est des réunions qui ont lieu avec à la fois les équipes cliniques, pharmaceutiques et les biologistes. Donc ça permet de reprendre un petit peu les dossiers complets des patients et chacun apporte sa vision à la fois d'un point de vue biologique, d'un point de vue pharmaceutique et d'un point de vue clinique. Donc ça permet vraiment une vision globale et c'est très intéressant d'y assister. On est souvent, enfin même on est tous les jours en contact avec les services cliniques. Par exemple, en hémato, vous pouvez voir les patients puisque vous réalisez certains prélèvements, mais sinon, de façon générale, les services cliniques communiquent énormément avec le laboratoire de biologie quand ils ont besoin de conseils pour les résultats, de conseils pour les analyses à effectuer. Donc, vous avez vraiment un grand rôle dans la prise en charge du patient.
Vous prendrez part à la continuité des soins, puisqu'en fait, un laboratoire de biologie médicale fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'hôpital. Donc, il y a des astreintes de jour et de week-end, certains samedis matins. Et puis, vous prenez part au service de garde, donc les nuits, les jours fériés et le week-end. À Paris, les gardes, ça dépend énormément du stage où vous êtes. Ça peut être soit que des gardes dans votre spécialité. Par exemple, si vous faites hématologie, vous n'allez faire qu'une garde d'hématologie. Mais ça peut aussi être une garde polyvalente où vous allez, pendant les horaires de garde, valider de la biochimie, de la microbiologie, de l'hématologie. Et la proportion entre la technique et la validation biologique dépend aussi de certains hôpitaux. Il y a des hôpitaux où vous allez être amené à techniquer les prélèvements de nuit, d'autres hôpitaux où vous serez plutôt sur la partie validation biologique et des hôpitaux où vous faites les deux. Globalement, au cours de votre internat, vous passerez un petit peu partout, donc vous ferez un petit peu de tout. Et il ne faut pas oublier que vous êtes considéré comme le plus compétent dans votre spécialité, puisque les examens de biologie médicale, pour les cliniciens, en fait, c'est précieux d'avoir un biologiste à qui on peut demander conseil et son avis. Donc, votre avis et votre expertise comptent et vous êtes écouté, en fait. Votre avis est vraiment précieux. Si on parle maintenant des débouchés après l'internat, donc il y a soit le secteur privé, soit le secteur public. Dans le privé, vous allez retrouver les laboratoires de biologie médicale polyvalents. Donc, historiquement, on va dire que c'était le secteur où s'orientait la majorité des biologistes qui choisissaient une maquette polyvalente. Mais maintenant, ça a tendance à évoluer un petit peu. Donc, en tout cas, dans ces laboratoires polyvalents, vous êtes responsable ou co-responsable du laboratoire de biologie médicale ou d'un secteur. Donc, en fait, vous allez être amené à faire à la fois de la biochimie, de l'hématologie, donc un peu toutes les spécialités. Le laboratoire de biologie médicale spécialisé dans le privé, en fait, c'est des grosses structures qui se développent de plus en plus. Maintenant, le petit laboratoire de biologie médicale polyvalent a plutôt tendance à disparaître avec des gros regroupements. Et dans ces structures, vous êtes plutôt spécialisé, c'est-à-dire que vous allez être en charge d'un seul secteur et vous n'allez pas être polyvalent. Et il y a également les industries du diagnostic in vitro, donc c'est un secteur un peu méconnu. Moi, je vous avoue que je m'y connais moins, mais en tout cas, c'est un débouché possible aussi pour après la biologie médicale. Et du côté secteur public, vous avez aussi des laboratoires de biologie médicale hospitaliers qui sont spécialisés. Donc ça, au cours de votre internat, c'est ce que vous allez plus voir parce qu'en général, c'est localisé dans des CHU. Donc vous avez à la fois une partie de routine et des analyses spécialisées. Donc, pour exercer dans ces laboratoires, vous pouvez passer le concours de praticien hospitalier. Et en général, dans les gros hôpitaux, enfin dans les CHU, vous avez aussi la partie universitaire. Vous pouvez être amené à réaliser une thèse de sciences ou un M2 au cours de votre internat ou après votre internat pour exercer dans ces structures. Dans des plus petits hôpitaux, donc dans des centres hospitaliers généraux, vous avez des laboratoires qui vont être polyvalents. Donc, c'est des plus petites structures qui se retrouvent moins dans les CHU, du coup, même pas du tout. Et donc là, vous allez être amené à effectuer toutes les analyses. Donc, c'est un peu le versant du privé où vous êtes polyvalent. Là, c'est pareil, vous êtes polyvalent dans le public. Et vous avez aussi le statut de praticien hospitalier. Donc, il faut passer le concours de praticien hospitalier après l'internat. Et puis le dernier débouché, c'est une carrière hospitalo-universitaire, c'est-à-dire que vous êtes bi-appartenant, vous êtes à la fois rattaché à la faculté puisque vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes aussi à l'hôpital avec le versant hospitalier. Donc après avoir passé le concours PH, vous pouvez devenir maître de conférence des universités et après en gravissant les échelons, en publiant, en passant un concours, vous pouvez devenir professeur des universités, praticien hospitalier. Donc avec deux versants, à la fois la faculté qui vous permet de donner des cours, d'être enseignant-chercheur et la partie activité de validation biologique, de routine et d'examen spécialisé à l'hôpital. Et là, pour la carrière hospitalo-universitaire, la thèse d'université est indispensable. Et il me semble qu'on a fait le tour de la biologie. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Mathilde. Non, les questions, on les fera à la fin. Ah ok, Pour être super. sûr. Pas de souci, hein, si vous avez des questions, posez-les dans le chat et on essaie de répondre à la fin. Je viens de voir que M. Bordery vient d'arriver. Je voulais vous demander si ça vous va, si vous voulez faire votre présentation maintenant ou si ça vous va si on finit d'avoir la présentation des figures. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire la présentation comme vous l'avez prévu. Hein. Continuez, il n'y a pas de souci, je suis là jusqu'à la fin. Ah d'accord, bah, merci à vous. Du coup, on va passer à Déborah Monméa qui va nous présenter... Pharmacie hospitalière. Oui, Je ne sais pas si on m'entend bien. Si, on nous entend très bien. Oui, c'est bon.
Ouais. Ok. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Déborah Monméa. Je suis interne en pharmacie hospitalière. Je suis en 3e semestre. Et je vais essayer de vous présenter un peu le déroulé du coup de l'internat de pharmacie. J'ai pas la main sur le diapo. Si. Si. Alors du coup, l'organisation générale de l'internat de pharmacie, il dure 4 ans à une exception près dont on va parler juste après. Donc du coup, au tout début, il y a une phase socle qui dure 2 ans, donc 4 stages. Vous l'avez compris, l'internat se déroule en stage de 6 mois. Donc du coup, pendant ces 2 ans, vous allez faire 4 stages et vous allez devoir valider 3 domaines obligatoires parce que du coup, ils ont rassemblé les stages en plusieurs domaines afin qu'on ait une formation qui soit vraiment polyvalente. Parce que le but, c'est qu'on puisse quand même, c'est qu'on ait des notions dans tous les différents secteurs de la pharmacie hospitalière et mine de rien, les notions sont très très différentes. Donc du coup, le premier domaine, ça sera la pharmacie clinique et la prise en charge thérapeutique du patient. Donc là, vous avez des stages assez divers, soit de la validation d'ordonnances sur des sujets spécifiques, comme par exemple les anti-infectieux. Donc vous allez devenir, entre guillemets, l'expert de la prescription d'antibiotiques pour savoir quand est-ce qu'on va utiliser tel antibiotique ou pas. Après, vous avez des stages qui sont vraiment au lit du malade, avec des éducations thérapeutiques pour les patients, avec un aspect donc, qui est beaucoup plus clinique, tout dépend. Ça, vous pouvez le savoir en amont de vos stages et du coup, vous pouvez choisir vos stages en fonction de ce que vous avez envie de faire en stage. Après, vous avez le deuxième domaine. Il s'agit de dispositifs médicaux, stérilisation. Je crois qu'on ne t'entend plus, Déborah. Non, on ne t'entend toujours plus. Là, on m'entend mieux? Ouais, là c'est Ouais. bon. Ok, je suis désolée. Parfait. Donc, du coup, le deuxième domaine, c'est les dispositifs médicaux, stérilisation et hygiène hospitalière. Il faut savoir, du coup, que les dispositifs médicaux sont gérés à l'hôpital par le pharmacien hospitalier. Donc, là, le but, ça va être de faire toutes les vigilances que vous allez apprendre en cours relatives aux dispositifs médicaux. Mais il va y avoir aussi tout un aspect médico-économique pour avoir les ouvertures de marché, de quels dispositifs on va avoir besoin dans son propre hôpital pour adapter le marché parce qu'il est très, très varié comme domaine. La stérilisation, c'est pareil. La stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables au bloc opératoire sont sous la responsabilité du pharmacien hospitalier. Et l'hygiène hospitalière, c'est pareil, c'est tout un autre domaine qui est peu connu, mais où il y a beaucoup de postes de pharmaciens hospitaliers et également d'IPR. Donc peut-être que Samy va vous en parler après. Donc globalement, c'est vous qui choisissez si vous faites un stage dans l'un de ces 3 domaines, mais vous êtes obligé d'en faire un parmi ces 3 domaines. Le troisième domaine, enfin ces 3 sous-domaines, on va dire, pardon. Le troisième grand domaine, c'est technologie pharmaceutique hospitalière contrôle. Donc là, c'est un terme un peu barbare et finalement, ce que ça cache, c'est toutes les unités de production qu'il y a au niveau de l'hôpital. Donc notamment les unités de production de chimiothérapie. Il y en a dans pas mal d'hôpitaux. Elles tendent à se rassembler. Par exemple, Bichat ne produit plus ses propres chimios. Beaujon produit pour Bichat et Beaujon. Mais donc, du coup, il reste encore beaucoup d'unités et il y a également aussi des unités spécifiques. Par exemple, moi, en ce moment, je suis à Cochin et on a une unité de production de collyre qu'on exporte dans les dom-toms et dans toute la France. Donc, vous verrez quand vous irez à l'hôpital que les activités sont très variées. Et donc, et tout ce qui est derrière le mot contrôle, ça va être tout ce qui est contrôle de teneur, contrôle de dosage, associé soit aux chimiothérapies, soit à d'autres types de production du coup. Donc, vous aurez ainsi 3 stages et pour votre 4e stage de votre phase socle, vous avez le choix entre soit refaire un stage dans un des domaines que j'ai déjà présentés, soit faire un stage dit libre, c'est-à-dire soit aller dans un laboratoire pharmaceutique,
car il faut savoir que les pharmaciens hospitaliers ont des stages qui sont prévus et qui sont possibles en laboratoire pharmaceutique. Donc là, on parle des grosses industries, comme les étudiants qui sont en filière industrie, où vous avez également tout ce qui est instance, donc l'Agence régionale de santé, le ministère de la Santé. Toutes ces instances-là, pareil, sont accessibles aux internes pour des stages qui sont déjà prédéfinis. Donc, pour choisir vos stages, c'est en fonction de l'ancienneté et aussi en fonction de votre classement parmi votre propre promotion. Donc ça, il s'agira de la phase socle et en parallèle de chaque stage, vous allez avoir une UE à valider par semestre. En biologie, c'est pareil. Donc au final, vous aurez 4 UE à valider sur votre phase socle. Le but, c'est d'avoir des cours qui sont en rapport avec votre activité que vous faites à l'hôpital pour avoir la théorie et la pratique en même temps. Bon, en pratique, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais initialement, c'est ça le but. Et donc, à la fin de votre phase socle, vous êtes content, vous allez établir votre contrat de formation et ce qu'on appelle donc exactement ce qui vous a été présenté pour la biologie. Et du coup, le contrat de formation, dedans, vous allez mettre votre choix d'options précoces. Donc, on va revenir sur les options précoces. Je sais pas si quelqu'un peut me passer la diapo parce que j'ai pas le contrôle. Ouais. Donc, du coup, il y a 3 options possibles dans les options précoces. Il y a PHG. PHG, c'est pharmacie hospitalière générale. Il y a DSPS, développement et sécurisation des produits de santé. C'est un terme un peu bizarre pour uniquement parler de... je pense que vous en avez entendu parler sous le nom de PIBM. Donc, c'est la filière industrielle un peu. On va revenir après dessus. Et la 3e option précoce, c'est radiopharmacie. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Du coup, en fonction de l'option précoce que vous allez choisir, vous allez avoir une maquette avec des stages qui sont imposés derrière. C'est-à-dire que pour la pharmacie hospitalière générale, vous allez avoir 2 stages, vu qu'on a dit que la phase d'approfondissement, c'était 1 an. Et donc, vous serez obligé d'en faire un en PUI et vous aurez le droit d'en faire un libre. C'est-à-dire que soit vous le faites en PUI, soit, encore une fois, vous pouvez aller dans un laboratoire pharmaceutique. Après, il est évident que si vous faites pharmacie hospitalière générale, a priori, le but est de rester en PUI plus tard. Et donc, c'est à vous de voir si vous voulez soit obtenir des informations complémentaires en voyant comment ça se passe autre part, soit en vous spécialisant vraiment dans un domaine de la pharmacie hospitalière. Pour l'option développement et sécurisation des produits de santé, à nouveau, vous avez 2 stages, donc un en PUI et un en établissement pharmaceutique ou industrie biomédicale. Et un en établissement pharmaceutique ou industrie biomédicale. Cette fois, il est imposé que vous fassiez un stage en dehors d'une PUI, ce qui finalement paraît plutôt normal, vu que si vous décidez de faire cette option-là, a priori, c'est que vous vous destinez à l'industrie pharmaceutique après et que vous ne resterez pas à l'hôpital. On va parler des débouchés après de la pharmacie hospitalière parce que c'est vrai qu'elles sont très nombreuses et qu'on peut s'y perdre un peu. Et pour la 3e option, et c'est là l'exception sur l'internat qui dure 4 ans, pour la radiopharmacie, il y a 4 stages en phase d'approfondissement. Donc, il y en a 2 en radiopharmacie, un en PUI et un libre en structure agréée. Donc, pourquoi? Parce que la radiopharmacie, c'est vraiment à part. Ça nécessite vraiment des compétences qui sont très spécifiques. Donc, du coup, l'internat de pharmacie pour cette spécialisation-là compte 1 an en plus car on veut être sûr que, du coup, les étudiants on fait 2 stages en RPH. Si vous avez bien suivi, si j'étais assez claire, en phase socle, quand je vous ai présenté les 3 domaines, il n'y avait pas de domaine en radiopharmacie. Et justement, un stage en radiopharmacie fait partie des stages libres, le fameux 4e stage que vous pouvez choisir si vous voulez faire de la radiopharmacie potentiellement et que vous voulez voir avant de vous orienter vers une option, à quoi ressemble l'exercice de la radiopharmacie en structure hospitalière. À l'issue de votre phase d'approfondissement, vous allez donc passer votre thèse d'exercice. La thèse d'exercice, ce n'est pas précisé dans la loi quand est-ce qu'on doit la passer dans l'internat. La seule chose qui est dite, c'est qu'elle doit être passée obligatoirement avant la fin de la phase d'approfondissement. Donc, vous devez être thésé avant la fin de votre 3e année d'internat, mais potentiellement, vous pouvez passer votre thèse en 2e année. Ça, c'est à voir après avec votre coordonnateur et en fonction de votre projet professionnel. La thèse d'exercice, généralement, elle est en lien avec le mémoire de DES que vous allez faire 1 an après. Il n'y a aucune obligation, mais en règle générale, ce que font les étudiants,
c'est la thèse d'exercice, c'est une partie bibliographique, et le mémoire de DES, c'est sur le même sujet que la thèse d'exercice, mais il va y avoir une contribution en plus de l'interne. Par exemple, s'il avait travaillé sur les interactions médicamenteuses liées aux IPP, il va faire sa thèse d'exercice. Enfin, évidemment, c'est un thème très bateau dont je suis en train de vous parler, c'est pour prendre un exemple. Il va faire sa thèse dessus, mais quand il aura son mémoire de DES, ce qu'on attend de l'interne, c'est qu'il ait fait lui-même une enquête auprès d'un service ou qu'il ait lui-même fait des manips de recherche, si c'est une thèse, si c'est un interne qui veut faire des manips. Enfin, avoir, c'est vraiment très libre. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Et du coup, après ça, enfin, il y a la phase de consolidation. Donc, c'est la dernière année. Encore une fois, c'est 2 stages. Et là, cette fois-ci, du coup, vu que vous avez passé votre thèse d'exercice en 3e année, vous serez docteur junior. Docteur junior, c'est un nouveau statut. Effectivement, ça implique le fait qu'il faille être inscrit à l'ordre, vu que vous serez docteur en pharmacie. Mais surtout, on va dire que le fait d'être docteur, déjà, ça va nous faire gagner en salaire parce que les grilles sont sorties et effectivement, ça modifie les grilles de salaire. Et surtout, pourquoi? Parce que finalement, derrière, il n'y a pas les mêmes responsabilités. Ce qu'on attend de l'interne, du coup, à ce niveau-là, c'est il aura des stages un peu différents. Il aura des stages où il aura plus de responsabilités. Un jean très simple, jean, t-shirt, c'est bien. Je sais pas si on entend. Et donc, du coup, pareil, les types de stages que vous ferez pendant la phase de consolidation dépendront de votre option précoce. Si vous êtes en pharmacie hospitalière générale, il faudra faire 2 stages en PUI. En DSPS, 2 stages en terrain agréé, donc a priori en extérieur. Et en radiopharmacie, 2 stages dans une PUI agréée par la radiopharmacie. Je pense que j'ai plus de diapo après. Et le mémoire de DES, et ça doit être appliqué maximum à la fin de la phase de consolidation. Alors là, vous avez le schéma classique. Il faut savoir que chaque interne a son propre cursus. C'est-à-dire que déjà dans la loi, il est écrit que des dérogations sont possibles pour les internes qui veulent faire de la recherche. Donc, par exemple, le fait qu'en 3e année d'internat, on soit obligé de faire un stage en PUI, potentiellement, c'est des choses qui peuvent être modifiées si vous voulez faire de la recherche. Si vous voulez associer de la recherche à votre activité, il est clair qu'il va falloir faire un Master 2 minimum et potentiellement une thèse de recherche en plus. Pendant tout l'internat, il existe des solutions pour faire soit des Master 2 en parallèle de vos stages, soit prendre des années de césure et se faire financer par des moyens de financement pour pouvoir faire votre Master 2 à temps plein comme vous le désirez. Et tout ça, il faut vraiment vous renseigner dès que vous allez intégrer l'internat pour prendre les bonnes décisions dès le début. C'est pareil, pour la thèse en 3e année, généralement, les internes vont rester 2 semestres de suite sur le même stage ou dans le même hôpital pour pouvoir finir leur thèse facilement et avoir du temps. Ça, c'est des détails que vous verrez sur le terrain, mais il est toujours possible d'associer de la recherche à votre activité hospitalière quand vous voulez faire pharmacie hospitalière, mais c'est sûr qu'il faut se battre un petit peu parce que ce n'est pas forcément ce qui est fait actuellement. Voilà. Les débouchés. Vous avez pareil le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé, vous avez toutes les cliniques, car il y a un pharmacien hospitalier sur toutes les pharmacies des cliniques. Il n'y a pas forcément des gardes, par contre. Pour le secteur privé, vous avez également toute l'industrie pharmaceutique. En règle générale, les postes qui sont occupés par les internes en pharmacie hospitalière, enfin, les anciens internes plutôt, ne sont pas les mêmes que ceux qui sont occupés par les étudiants en pharmacie issus de la filière industrie, tout simplement parce que c'est des postes qui sont soit plus en lien avec la clinique et qu'on veut des étudiants qui ont eu plus de contact avec les services cliniques. Enfin, c'est vraiment, vous verrez sur les possibilités de stage, mais en règle générale, ce ne sont pas les mêmes postes sur quoi ça aboutit. Après, vous avez le public. Et donc, dans le public, vous avez les carrières hospitalières pures au niveau de l'hôpital et les carrières hospitalo-universitaires, comme vous en a parlé Mathilde tout à l'heure. Donc, avec vraiment le versant le versant faculté. Donc, là, c'est donner des cours et être associé à un laboratoire de recherche public pour faire des travaux de recherche. Et le versant hôpital, chaque versant étant à mi-temps.
Et ensuite, dans le domaine du public, vous avez également toutes les instances. Sachant que rien n'est immuable, vous pouvez faire 10 ans à l'hôpital public et décider de partir à l'hôpital, et de décider de partir en clinique. Vous pouvez aller dans une instance et après changer d'instance. Effectivement, il y a des retours en arrière qui sont plus ou moins évidents. Si vous avez passé 10 ans dans une clinique privée, ça va être plus compliqué de revenir dans le public, mais inversement, ça peut être plus facile. Voilà, si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Alors, pour les questions, ça va être à la fin. Donc, n'hésitez pas à soit les garder, soit les mettre posées sur le chat et on y répondra à la fin. Et donc, merci beaucoup, Déborah. Et donc, je vais laisser la parole à Samy pour la présentation des innovations pharmaceutiques et recherche. Bon, bonjour à tous. Contrairement à mes deux collègues internes, ça va être un peu moins détaillé parce que je pensais vraiment faire quelque chose d'assez succinct. Donc, en gros, moi, je vais présenter le DES IPR, donc Innovation pharmaceutique et recherche. C'est quelque chose d'assez particulier. Il n'y a que 2 postes sur Paris et très peu dans la France entière. Mais c'est un poste c'est un internet qui peut être intéressant pour vous. Donc, les possibilités, j'en ai mis beaucoup, mais sachez que ce n'est pas tout. Donc, il y a des possibilités en santé publique, en santé environnementale, en pharmacoépidémiologie. Ça peut être des domaines de biotechnologie, donc tout ce qui est innovation. Il y a l'hygiène hospitalière, comme on a parlé Déborah. Il y a un peu de tout, quoi. Tout est un peu possible. Le but, c'est un peu de faire un internat à la carte, en fait. C'est possible d'avoir la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, en fait, le cursus, il est un peu composé comme les autres, il est composé d'une formation pratique. Donc, la formation pratique, elle est composée de 8 semestres, donc les 4 ans d'internat. Il y a 2 niveaux, il y a le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1, en fait, l'idéal, c'est de faire, il y a deux possibilités, en fait. C'est de réaliser soit un Master 2, soit de réaliser 2 stages agréés en IPR. Donc, le but, en fait, c'est de se dire, je pars pour mon internat IPR. La possibilité avec l'internat IPR, c'est de réaliser directement un Master 2 et un doctorat en sciences. Donc, en fait, c'est directement avoir un financement pour sa thèse et c'est quelque chose qui peut être assez recherché, peu importe les aboutissants sur lesquels vous voulez aller en domaine, en recherche plutôt fondamentale ou en recherche appliquée. Il y a beaucoup de domaines qui sont possibles. Donc, en fait, à l'arrivée du cursus, quand vous arrivez en IPR, il faut réaliser une maquette qui est vraiment importante. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est 4 ans que vous allez étaler et dire un peu ce que vous avez prévu de faire. Le but, ce n'est pas d'avoir quelque chose qui est figé dans le marbre, mais c'est quelque chose au moins où vous allez vous poser des questions sur comment ça va se dérouler, comment je vais avancer, qu'est-ce qui m'intéresse, et ça vous permet d'avancer et de prévoir surtout. Ça va être vraiment important après. Donc, la formation théorique aussi qui est composée pour valider le cursus, c'est 2 UE du DS pharmacie. Donc, ce n'est pas très spécialisé IPR, mais il y a des choses on s'y retrouve, il y a des thèmes assez intéressants de toute façon donc, pour les IPR, donc c'est pas très grave. Je peux avoir la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ouais, voilà, vraiment, pourquoi faire IPR? Il faut savoir que c'est vraiment l'anticipation et la maquette. En fait, la différence avec ce que vous allez avoir en biologie médicale et en pharmacie hospitalière, c'est le fait de faire vraiment un parcours unique personnel. Vous n'avez pas de domaine obligatoire à valider, vous avez juste une maquette qui doit être cohérente, qui doit être validée avec le coordonnateur. Et en fait, à partir de cette maquette, qui n'est pas figée dans le marbre, je le rappelle, vous pouvez vraiment faire un parcours que de choses que vous aimez, que vous appréciez. Et voilà, c'est le but. Le but aussi, c'est potentiellement de faire directement sa thèse de sciences avec un financement qui est accordé, entre guillemets, accordé directement. Les débouchés, ils sont vraiment larges. Donc, j'ai listé un petit peu, mais voilà, il y a un peu tout. Donc, dans le secteur public, il y a tout ce qui est carrière universitaire. Donc, il y a l'enseignant-chercheur. Il y a les carrières hospitalières. Du coup, mes collègues en ont déjà parlé, etc. Mais c'est des disciplines qui sont accessibles seulement avec le DS IPR. Vraiment, c'est important. Je reviens avec ce point-là où c'est vraiment accessible que au DS IPR. C'est qu'en fait, quand vous faites IPR, entre guillemets, vous renoncez au métier en PUI et en biologie médicale. Donc vraiment, vous allez dans un domaine qui est beaucoup plus spécialisé, mais par contre, vous ne perdez pas de temps avec des domaines qui sont obligatoires dans les autres. C'est un choix de carrière et c'est à vous de l'optimiser et de rendre votre parcours très, très attractif et intéressant. Donc, pour continuer, il y a donc la recherche publique qui est possible. Donc, vous pouvez bosser dans des labos INSERM avec le CNRS, l'INRA, donc plein d'instituts de recherche publique. Il y a des agences sanitaires qui sont possibles, donc dans le domaine de la santé publique et de l'épidémiologie, comme on en parlait. Donc la NSM, la HAS, Santé publique France.
Et pareil, dans le secteur privé, il y a plein de domaines qui sont possibles. Vous pouvez bosser vraiment dans le domaine de la recherche et de développement. Donc, dans les biotechnologies, vous pouvez aller partout. Vous pouvez aller dans le développement des startups innovantes. C'est vraiment très large. Donc, j'ai noté quelques possibilités de déboucher. Après, c'est vrai que c'est tellement large. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Et voilà, le but, c'est d'avoir un internat que vous pouvez modeler, modifier, voilà, et vous pouvez ouvrir des postes là où ça vous intéresse. Le coordonnateur, il est super, il est très ouvert à la discussion et il vous laisse vachement de liberté vis-à-vis de ça. Donc voilà, genre, à la fin, comme ont dit mes collègues, je serai disponible pour toutes les questions. Donc, désolé si c'était un peu succinct, mais voilà, je préférais faire comme ça, moi. Aucun souci, merci beaucoup. Et donc, je vais revenir sur donc, la présentation du POP Internat en laissant la parole au professeur Bordery. Merci beaucoup. Alors, attendez, je vais essayer de partager l'écran. C'est bon, vous avez la présentation à l'écran? Oui, c'est parfait. Super. Alors, bon, je ne vais pas insister lourdement, hein. Vous avez tous compris que pour pouvoir accéder à ces carrières d'interne et puis derrière, soit de biologie, soit de pharmacien hospitalier, il y a une étape clé, c'est le concours de l'internat. Ce concours, c'est la porte d'entrée pour pouvoir faire une formation de 3e cycle et obtenir l'un de ces DES, donc DES de biologie médicale, DES de pharmacie ou DES d'IPR, innovation pharmaceutique et recherche. Alors, je vous ai mis juste un petit graphique pour vous montrer le nombre de postes et l'évolution des postes au fur et à mesure des années. Vous voyez que le nombre de postes, contrairement à une idée qui peut peut-être être un peu répandue, il a tendance à augmenter avec les années. On était sur du 510, 512 postes en ce moment. Hein, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ça paraît tous les ans au journal officiel. Et donc, tous les ans, au concours de l'internat, sont offerts sur la France entière, quelle que soit la spécialité, toutes spécialités confondues, eh bien, 510 postes d'internes en pharmacie. Si on regarde la répartition, vous voyez qu'il y a une très forte proportion de postes qui vont vers les carrières de la pharmacie hospitalière. Et puis le reste, c'est principalement de la biologie médicale. Il y a très peu de postes sur les carrières IPR, du fait des parcours très spécialisés que sont ces carrières. On pourra peut-être y revenir dans les discussions, en sachant que là encore, il faut vraiment que vous ayez un vrai profil bien préparé à l'avance avant de vous lancer sur ces filières IPR, qui sont des filières vraiment, je dirais, à la carte, contrairement à la filière biologie médicale ou pharmacie hospitalière, où vous avez tous les semestres des choses qui sont bien formatées, bien tracées. Alors, si on regarde la répartition des postes, je vous ai mis, je pense que les diaporamas, vous les aurez peut-être donnés, vous pourriez peut-être les mettre sur un forum ou quelque part, peut-être pour que vous puissiez voir les diapos plus en détail. Vous voyez la répartition donc, des postes, surtout en pharmacie hospitalière. Bien sûr, ce qui nous intéresse ici, c'est la région Île-de-France. Donc, sur la région Île-de-France, vous avez à peu près 52 postes pour la pharmacie hospitalière, 32 postes en biologie médicale et seulement 2 postes en innovation pharmaceutique. L'autre grosse région qui pourvoit beaucoup de postes aussi, c'est la région Sud-Occitanie. Et puis, les Hauts-de-France, vous avez 31 postes en pharmacie hospitalière. Vous voyez qu'il y a une répartition. Et puis le Rhône-Alpes, bien sûr, Rhône-Alpes, c'est surtout la région lyonnaise. Donc, il y a des régions qui sont plus riches en postes que d'autres. Donc, regardez bien avant de choisir, quand vous serez au moment des choix, vers quelle région vous voulez aller, si vous privilégiez plutôt la région, si vous privilégiez plutôt la filière. Là encore, il y a des choix, mais ce sont des choix généralement qui sont très personnels à chaque fois. Alors, si on regarde, je vais faire un focus sur la biologie médicale, puisque moi, je suis biologiste. Hein. Donc, si on regarde l'évolution des postes sur la biologie médicale, vous voyez qu'il y a plutôt une augmentation ces dernières années du nombre de postes en biologie médicale qui stagnait autour de 150 postes il y a 5-6 ans et qui maintenant augmente gentiment. On est à 175 postes actuellement sur la France pour la biologie médicale, même s'il y a une très forte proportion de postes qui sont en pharmacie hospitalière. Alors, une question qui me revient souvent quand on prépare l'internat, c'est quel est le rang maximum pour lequel je peux espérer avoir biologie médicale. Et vous voyez que, et encore une fois, sur le premier graphique, c'est toute région confondue. Pour avoir bio, il faut être au moins autour de 200e. Après, ça devient un peu plus compliqué, ça dépend des années, ça dépend si les premiers choisissent de la pharmacie hospitalière ou pas. Et ce qui fait que vous avez ces petites différences d'une année sur l'autre. Mais vous voyez que depuis quelques années, c'est autour de un peu plus de 200,
Là, si vous avez sur ce chiffre-là, vous êtes sûr quasiment d'avoir de la biologie médicale. Maintenant, si c'est de la biologie médicale à Paris, vous voyez là, il va falloir être un peu plus élitiste. On va être sur des places, en 2019, c'était le dernier qui a pu avoir accès à biologie médicale à Paris, c'était 156e. On est plutôt autour de 129, 130, grand maximum, pour avoir biomédical à Paris. Donc, il va falloir le préparer, si c'est ça votre ambition, de façon très serrée, parce que les places sont chères et généralement, les premiers prennent biologie médicale à Paris. Alors, sur l'organisation du concours, comment ça se passe? Quand est-ce que vous pouvez vous présenter? Pour pouvoir vous présenter au concours, il faut que vous ayez validé votre 4e année, votre DFSP1. Vous avez droit à le présenter 2 fois, donc 2 inscriptions sont possibles dans les 3 années qui suivent la validation de votre 4e année. Alors, certains étudiants préfèrent ne pas le passer la première fois, préfèrent aller, même il y a certains qui ont des stratégies de redoublement, là on pourra en discuter, ce n'est pas toujours forcément une bonne idée, mais retenez bien ce chiffre, vous avez le droit de le présenter 2 fois dans les 3 années. Vous pouvez, même si vous êtes reçu au concours, repasser le concours l'année d'après, parce que vous considérez que le rang auquel vous avez été reçu ne correspond pas à ce que vous attendiez, soit en termes de région, soit en termes de filière, vous avez le droit de le repasser. Mais attention, si vous repassez ce concours, vous perdez le bénéfice du concours de l'année d'avant. Par exemple, si vous avez été reçu 300e et que la 2e année, vous êtes reçu, je vais dire n'importe quoi, 365e, eh bien vous allez être classé sur la 365e passe. On ne vous prendra pas en compte votre classement précédent, même s'il était meilleur. Ensuite, quand est-ce que vous prenez vos fonctions d'interne? Pour pouvoir prendre vos fonctions d'interne, c'est-à-dire participer aux choix qui ont lieu au mois de septembre de l'année qui suit l'année que vous avez passé votre concours, il faut que vous ayez validé votre 5e année. Alors, quand est-ce que se déroule le concours? Le concours se déroule à Rungis, il se déroule 1 fois par an et il se déroule au mois de décembre, c'est généralement entre le 10 et le 15 décembre, quand vous êtes en 5e année. Quelles sont les épreuves? Vous allez avoir 3 types d'épreuves au concours. Premier type d'épreuve que vous réussissez généralement assez bien, c'est l'épreuve des QCM. Vous avez 60 QCM qui sont notés sur 120 points et ces QCM durent 1h30. Vous avez certaines QCM qui sont en fait des QCS, qui sont des questions à choix simples. Le reste, c'est des questions à choix multiples. Alors, la notation pour les choix simples, c'est comme à la fac, c'est bon, vous avez tous les points, c'est mauvais, vous avez 0 points. Pour les QCM, c'est une notation dégressive. Vous avez tous les points si vous avez coché tous les items et vous avez un tarif dégressif. Donc, vous avez 2 points pour une question si tout est bon. Vous avez 1 point si vous avez une erreur et 0,25 si vous avez 2 erreurs. Et au-delà, la question est fausse. Il n'y a pas de points négatifs dans les QCM du concours de l'internat. Deuxième épreuve, c'est l'épreuve des exercices. Alors, c'est pour moi l'épreuve qui me semble celle que vous réussissez le moins bien. C'est une épreuve qui est pour moi très difficile. Vous avez 5 exercices à composer durant 2 heures. Cette épreuve compte sur 200 points et les exercices sont des exercices qui vont porter généralement sur de l'enzymologie, sur de la radioactivité, sur des statistiques, de la pharmacocinétique et de la chimiana. Ce sont des exercices qui sont assez longs. Réaliser cette épreuve en 2 heures, ça relève quasiment de la gageure, car les exercices sont assez longs et souvent, il y a un petit moment de panique aussi parce que c'est un concours. Et vous avez souvent du mal à terminer cette épreuve. Donc vraiment, c'est une épreuve sur laquelle je vais revenir après lors de la préparation. Il faut que vous mettiez le paquet pour préparer cette épreuve, car elle est très sélective et quand les étudiants qui la réussissent leur permettent de faire une belle différence en termes de points. Chaque exercice est noté sur 40, ce qui vous fait un total de 200. Enfin, dernière épreuve qu'on considère comme étant l'épreuve la plus noble, entre guillemets, c'est l'épreuve des cas cliniques qui va durer durant 3 heures, qui porte sur 300 points. Là encore, vous avez 5 dossiers clinico-biologiques. Chaque dossier est noté sur 60. Et ce sont des dossiers qui portent sur l'ensemble des pathologies que vous avez à connaître. Donc, vous avez des dossiers d'hémato, des dossiers de microbiologie, des dossiers plutôt orientation pharmacothérapeutique, et puis des dossiers de biochimie ou parasito ou toxicologie. Donc 5 dossiers. Vous avez largement le temps de faire cette épreuve. Le temps n'est pas, contrairement à l'épreuve des exercices, un facteur qui va être limitant. C'est plutôt dans la façon de rédiger les exercices, des cas cliniques, pardon, on peut parfois améliorer la préparation.
D'autre part, vous avez des valeurs biologiques à connaître que vous pouvez obtenir sur le site du CNCI. Ces valeurs sont à connaître par cœur, car vous devez les commenter dans les dossiers cliniques pour pouvoir interpréter les bilans biologiques. Alors, comment se passe la correction du concours? Le concours, eh bien, comme tout concours, est anonyme. Vous avez l'épreuve des QCM qui est corrigée très rapidement, un peu comme pour la passe par lecteur optique, donc ça ne pose pas de problème particulier. Et les exercices et les cas cliniques sont corrigés lors d'un séminaire de correction qui a lieu début janvier et sont corrigés, bien sûr, par des enseignants. Et il y a une double correction. Si cette double correction fait apparaître une différence de plus de 5%, les deux correcteurs reprennent la correction pour refaire une troisième correction, et c'est cette note de troisième correction qui est prise comme note finale. Après le concours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez les résultats assez rapidement, parce que les résultats, vous allez les avoir dans la troisième semaine de janvier, généralement. Donc, c'est assez rapide, vous avez moins d'un mois de ce qui sépare les épreuves par rapport à la publication des résultats. Ces résultats sont publiés sous forme de 2 listes. Premièrement, vous avez la liste principale. Donc, si vous êtes sur liste principale, vous êtes sûr d'avoir été reçu à l'internat, vous avez un poste. Alors, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, mais vous avez un poste. Et puis, il y a une liste complémentaire qui est en fait une liste d'attente, car certains d'entre vous se désistent de la liste principale parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, soit en termes de choix de région ou de choix de spécialité. Donc, ça permet de faire remonter des étudiants qui étaient classés sur liste complémentaire sur la liste principale et de leur faire bénéficier d'un poste. Alors, si vous êtes classé relativement pas trop loin sur la liste complémentaire, vous êtes quasiment sûr d'avoir un poste parce qu'il y a un taux de désistement qui est quand même pas négligeable. Donc, vous êtes quasiment sûr d'avoir un poste. En revanche, vous n'attendez pas à pouvoir choisir Biologie Paris parce que vous êtes classé dans les derniers, donc vous n'aurez pas accès à ces postes-là. En revanche, si vous êtes classé en bas de la liste complémentaire, vous avez quasiment une chance de pouvoir être remonté suffisamment haut pour pouvoir participer au choix final et être remonté sur la liste principale. Alors ensuite, une fois que les résultats ont été publiés, vous avez possibilité d'aller sur le site du CNG, qui est un site de simulation des affectations, sur lequel vous allez pouvoir faire figurer vos vœux d'affectation. Alors vos vœux, ça correspond à 3 choses. La première, c'est le choix de votre filière, donc soit biologie, soit pharmacie hospitalière, soit IPR. Deuxièmement, l'interrégion, donc c'est ce que je vous ai mis. Et dans ces interrégions, vous avez le choix du CHU de rattachement. Alors, pour Paris, c'est simple, l'Île-de-France, c'est simple, le seul CHU de rattachement, c'est le CHU de Paris, c'est-à-dire le CHU à PHP. Mais en revanche, dans les régions, vous pouvez avoir différentes villes qui sont des CHU de rattachement. Alors, le CHU de rattachement, c'est celui auquel vous allez être attaché pendant tout votre internat pour le suivi administratif. C'est aussi la fac à laquelle vous allez devoir vous inscrire. Ça ne veut pas dire que vous ferez tout votre internat dans cette ville-là. Vous pouvez très bien aller dans la ville d'à côté qui appartient à la même région. Mais attention, quand vous êtes en région, vous êtes affecté à une région. Vous ne pouvez pas aller sur une autre ville, une autre région, sauf inter-CHU, qui sont quand même des situations, on va dire, un peu au coup par coup et assez exceptionnelles. Alors, ça vous permet d'avoir une première idée de ce que vous allez pouvoir obtenir. Attention, ce choix peut être modifié par les internes, enfin par les futurs internes, jusque la veille, même le jour même, je crois, du choix final qui a lieu au mois de septembre. Donc, ça vous donne une idée, mais ça ne vous donne pas une information sûre. Ensuite, donc une fois que les choix ont lieu, donc autour du 15 septembre, vous allez avoir la publication des affectations définitives. Ces affectations sont communiquées donc, aux agences régionales de santé pour pouvoir piloter la procédure des choix locales, c'est-à-dire que vous allez choisir votre hôpital et votre service dans le site auquel vous avez été affecté, enfin dans la région pardon, auquel vous avez été affecté. Quelques mots sur les résultats de Paris, de la dernière promotion d'interne, donc ceux qui ont passé le concours en décembre 2020, donc c'est la promotion 2021. C'est une année un peu particulière, hein, comme vous vous en doutez. Il y avait beaucoup d'étudiants cette année de Paris qui ont présenté le concours, tout simplement parce que l'effet filtre, entre guillemets, des examens de
fin de quatrième année n'a pas joué son rôle. Beaucoup d'étudiants ont été reçus alors que peut-être certains n'avaient pas tout à fait le niveau par rapport à d'autres années, donc ce qui leur permettait de pouvoir passer le concours. Donc on avait plus d'une centaine d'étudiants qui ont présenté le concours cette année. 71 ont été reçus. 59 étudiants ont été reçus sur la liste principale, donc ce sont des très bons chiffres, hein. Ça fait à peu près que plus de 83% des étudiants sont reçus sur liste principale, donc sont sûrs d'avoir un poste qui leur est proposé pour suivre ensuite un internat. Vous voyez qu'on a même le deuxième et le troisième sur le podium, donc on a 2 places sur 3 sur le podium. Et puis sur la liste complémentaire, il y en a une douzaine qui ont été reçus sur la liste complémentaire, dont certains pourront accéder à un choix, hein, pourront être montés avec les désistements. Donc, ce sont des résultats qui sont très honorables pour Paris, à la fois quantitativement et qualitativement, puisque, encore une fois, on a le plaisir d'avoir le second et le troisième du classement de ce concours national. Alors, on vous prépare bien sûr à ce concours, et pour cela, il faut suivre le parcours d'orientation professionnelle PHBMR pour pharmacie hospitalière, biologie médicale et recherche. Alors, l'objectif de ce POP, il est double. Premièrement, bien évidemment, c'est son objectif majeur, c'est de vous préparer au mieux au concours de l'internat, de 2 façons. Premièrement, d'abord en apportant des enseignements complémentaires de façon à couvrir de façon exhaustive le programme du concours de l'internat en pharmacie. Alors, je vais vous donner un exemple que je connais bien, puisque c'est moi qui fais le cours. Par exemple, sur le métabolisme phosphocalcique, j'ai 2 heures de cours en quatrième année. C'est largement insuffisant pour vous préparer à l'internat. Donc, bien évidemment, on vous donne des enseignements complémentaires sur ces parties-là. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples dans d'autres spécialités, que ce soit en hémato, en bactériaux ou en médicaments. L'idée, c'est de couvrir l'ensemble du programme de façon la plus exhaustive possible. Et puis surtout, c'est aussi vous apporter des exercices d'application pour la partie exercice et des cas cliniques et des dossiers clinico-biologiques pour la partie des dossiers, et de vous montrer comment on prépare ces épreuves et d'essayer de vous préparer au mieux à ces 2 épreuves, sachant que l'épreuve d'exercice, hein, j'insiste beaucoup dessus, c'est l'épreuve qui pour moi me paraît la plus difficile à ce concours. Et puis, le deuxième objectif du POP PHBMR, c'est aussi de vous préparer aux fonctions d'interne. Alors là, c'est plutôt dans la deuxième partie de la 5e année. Une fois que vous avez passé le concours, on prépare avec des ULC qui sont plutôt dédiés à la prise de fonction d'interne, que ce soit sur la filière biologie ou sur la filière pharmacie hospitalière. Alors, si on résume un peu tout ça, comment ça se répartit sur la 4e et la 5e année? Eh bien, le POP en lui-même, si on prend la définition des POP, ne commence que dans le second semestre de DFSP1. Toutefois, vous préparez qu'à partir du second semestre de DFSP1, c'est largement trop tard. Il faut que vous commenciez à vous préparer dès le début de cette 4e année, dès ce début de DFSP1. C'est pour ça qu'en DFSP1, au premier semestre, on a mis une première ULC. Alors, c'est une ULC qui s'appelle H1A, qui est une ULC qui vous prépare déjà sur une partie du programme que j'ai essayé de faire la plus complémentaire du premier semestre de la 4e année et qui va vous préparer donc à l'épreuve des dossiers clinico-biologiques. Donc, première ULC, H1A. Pour pouvoir entrer dans le POP PHBMR, je ne mets pas de conditions particulières. La seule condition sur laquelle j'insiste, c'est celle d'avoir cette ULC. Je ne vous demande pas d'avoir été reçu à l'ULC, mais d'avoir suivi cette ULC H1A, parce que c'est une continuité dans la préparation. Et quand vous allez passer directement dans le POP internat, on ne va pas avoir le temps de revenir sur les thématiques qui ont été traitées dans l'ULC H1A. Donc, il faut avoir suivi cette ULC H1A pour pouvoir continuer la préparation au concours de l'internat. Et encore une fois, je ne demande pas forcément d'avoir été reçu en première session à cette ULC. Toutefois, c'est très conseillé quand même d'avoir été reçu à cette ULC parce que ça montre déjà un certain niveau d'acquisition de connaissances. Vous partez avec un handicap, c'est sûr, si vous n'avez pas été reçu. Deuxième semestre, toujours en 4e année, en DFSP1, là, vous avez 2 enseignements qui sont dédiés à la préparation de l'internat. La première, c'est une ULC, c'est la petite sœur de la première, c'est l'ULC H1B. Cette ULC H1B, elle est dédiée à la préparation des exercices. Donc, vous ne faites quasiment que des exercices
sur les grandes disciplines qui tombent en exercice, encore une fois, enzymo, statistiques, radioactivité, chimie ana et pharmacocinétique. Généralement, il n'y a que ça qui tombe au concours. Et une fois que cette USC est passée, vous avez l'UE du POP internat, c'est-à-dire l'UEH2, qui est l'UE qui vous prépare complètement à ce POP, qui est la suite de H1A, dans lesquels vous allez avoir des exercices et surtout des cas cliniques. Alors, l'UESC H1B n'est pas une UESC obligatoire, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas la faire, c'est votre droit. Je ne peux que vous conseiller très fortement de la faire, puisque, comme vous l'avez compris, l'épreuve des exercices est une épreuve qui est très sélective. Donc, je ne peux que vous encourager à suivre cette UESC, d'autant plus que pour vous, ça fait appel à des notions qui sont parfois anciennes. Hein. L'enzymologie, vous en avez parfait depuis la première année. La radioactivité, ça doit être la deuxième année. La chimie ana, c'est pareil, c'est deuxième, troisième année. Donc, vous avez des vieilles notions qu'il est nécessaire de devoir revoir, pour ne pas dire voir pour certains, c'est de l'histoire ancienne, voire de l'oubli. Donc, on est obligé de repartir des bases quasiment. En enzymo, nous, on repart quasiment des bases, comme si vous n'aviez pas eu de cours avant. L'UH2, donc une UE, surtout, qui compte pour 12 ECTS, hein, c'est une très grosse UE, donc de préparation complète à l'internat et qui vous permet donc de couvrir ce qui n'a pas été couvert en H1. Ensuite, il y a les grandes vacances, si on peut appeler ça des grandes vacances. Donc, vous avez le droit, bien sûr, de prendre des vacances, hein, ce n'est pas le problème. Prenez 1 ou 2 semaines, mais pas plus, parce que c'est en 4e année. Hein, attendez-vous à avoir des vacances qui sont quasiment sacrifiées. Je vous conseille, moi, de partir 2 semaines quelque part et vous vous éclatez pendant ces 2 semaines et vous revenez en pleine forme. Et là, vous bossez à fond l'internat et vous travaillez vos révisions. On arrive donc en DFSP2, en 5e année, au premier semestre, et là, vous allez avoir donc une UE qui s'appelle l'UEH3, qui est une UE de révision. Là, on ne va pas refaire des choses nouvelles ou des choses complémentaires, ce sont des UE de révision. Et dans cette UE, il y a deux événements qui sont intéressants pour vous, qui vous permettent de vous évaluer. C'est le concours blanc national qui, jusqu'à présent, a lieu autour du 15 septembre, donc juste après les grandes vacances. Et puis, le concours blanc qu'on organise, nous, enseignants à la faculté, qui a lieu autour du 15 octobre. Donc, je vous encourage très fortement à vous inscrire à ces concours, concours blanc national et concours blanc de la fac. L'un vous permet de vous évaluer sur quasiment toutes les facs de France qui y participent. Il doit y avoir que Châtenay-Malabry qui ne participe pas pour le moment à ce concours. Et donc, vous avez une très bonne représentativité de votre niveau au niveau national. L'inconvénient qu'a ce concours, c'est qu'il est organisé par les internes en titre, donc par soit les associations d'internes ou soit les syndicats d'internes. Alors, ça a des avantages, c'est que ça vous permet d'avoir quelque chose de national. L'inconvénient, c'est que chaque région corrige ses copies, que les sujets ont été faits généralement par les internes, qui n'ont pas été validés par des enseignants. Donc, parfois, il y a des coquilles, à la fois dans l'énoncé et parfois même dans les corrections. Mais enfin, ce n'est pas très grave. Ça vous permet quand même d'avoir une première idée de votre niveau et de vous situer par rapport à vos camarades qui vont passer le concours. Pour vous donner un exemple, hein, l'année dernière, sur le concours de décembre dernier, il y avait, je crois, de mémoire, un peu plus de 1300 inscrits au concours. Sur le concours blanc, il y avait plus de 800 et quelques étudiants qui s'étaient inscrits au concours blanc. Donc, vous avez une très bonne représentativité de ce qui va se passer quelques mois plus tard. Et puis, au mois d'octobre, comme je vous le dis, à niveau de la fac, là, ce sont les enseignants de la fac qui le font. Je vous propose un concours blanc local. Alors, il a l'avantage d'avoir été fait par des enseignants. L'inconvénient, c'est que l'effectif est beaucoup plus réduit puisque ça ne concerne que les étudiants qui veulent bien passer ce concours blanc de la faculté de Paris. On arrive le jour J, autour du 10-15 décembre, donc le concours qui se passe sur une journée et demie à Rungis. Et puis après, vous attendez vos résultats jusqu'au mois de janvier, donc à peu près 3e semaine de janvier. Et donc là se passe la deuxième partie. J'espère que vous serez reçus, en tout cas le maximum d'entre vous seront reçus. Et donc on va passer dans la deuxième partie de ce POP internat, c'est-à-dire vous préparer aux fonctions hospitalières. Alors, dans cette deuxième partie, là, c'est quelque chose de beaucoup plus soft. Vous allez avoir donc simplement comme événement fort le stage hospitalier plein temps qui se déroule de mars à fin août. Et vous avez un certain nombre d'enseignements à valider dans ce second semestre.
Vous avez une UE qui s'appelle l'UEH4, qui est obligatoire, qui est un travail personnel que vous faites pendant votre stage hospitalier. C'est souvent soit une petite mise au point de méthode, soit un travail avec la pharmacie. Donc, c'est quelque chose que vous faites pendant votre stage hospitalier, que vous présentez au mois de septembre devant un jury. Et donc, c'est juste, vous êtes noté sur votre travail que vous présentez en présentation orale et sur les quelques questions que l'on vous pose. Et puis, vous avez 2 ULC à choisir parmi une liste, qui sont des ULC qui vous permettent d'avoir des informations complémentaires qui vont vous aider à prendre vos fonctions d'interne, qui vont vous donner un certain nombre de connaissances pour pouvoir discuter, par exemple, d'imagerie avec les cliniciens ou de sémiologie. Donc, de vous donner des notions que vous n'avez peut-être pas complètement acquises durant vos études et qui vous seront nécessaires pour pouvoir discuter avec les médecins dans vos stages. Et donc tout ça, c'est du contrôle continu, hein, il n'y a plus d'examen à ce moment-là. Et puis, petite possibilité aussi, c'est que si vous avez fait des UMR, vous pouvez les présenter, si vous ne les avez pas utilisés, en équivalence de ces ULC. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a juste des renseignements cliniques, que vous pouvez obtenir, soit au niveau du site du CNCI. Ça vous permet d'obtenir le programme du concours. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est toujours le même programme, même s'il y a marqué 2009 dessus. Hein, il n'a pas changé d'une virgule. Vous avez les valeurs biologiques que vous devez connaître. Il y a quelques annales. Et puis sinon, l'autre site où vous avez toutes les informations, je dirais plus administratives, c'est le site du CNG, c'est le Centre national de gestion, c'est une émanation du ministère de la Santé. Et c'est ce site-là qui vous donnera toutes les informations sur les dates du concours, les inscriptions du concours. Alors, j'en profite parce que tous les ans, on a la question. Ce n'est pas la faculté qui vous inscrit au concours, c'est vous qui vous inscrivez. Et les inscriptions, en ce moment, ont lieu généralement, sur les 2-3 dernières années, c'était comme ça, entre le 1er et le 30 septembre de l'année avant le concours. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Ce n'est pas la fac qui vous inscrira. C'est assez sévère, c'est-à-dire que si vous oubliez le 30 septembre à minuit de vous inscrire, le 1er octobre, ça sera trop tard, ils ne vous prendront pas votre dossier. Dernier point sur lequel je voudrais insister, pour si dans l'auditoire, il y a des étudiants qui sont en DGSP2, c'est-à-dire en deuxième année, c'est important de réfléchir déjà à ce que vous voulez faire et en particulier à votre filière parce que je dirais que tout est un peu emboîté les uns dans les autres. Et en particulier, si vous voulez faire l'internat, c'est très important que si vous souhaitez faire l'internat et un PIR, que vous prépariez le PIR pendant votre troisième année, c'est-à-dire que vous fassiez en troisième année vos 2 UMR, il y a beaucoup de PIR à 2 UMR, et surtout votre stage de PIR pendant l'été de votre troisième année. Ça sera très compliqué de le faire quand vous serez en quatrième année, et ça sera encore plus compliqué quand vous serez interne. Donc, vous pourrez faire, si vous avez choisi un PIR à 3 UMR, votre dernière UMR pendant le second semestre de la 5e année. Mais en revanche, c'est compliqué de faire, à part peut-être le PIR immuno, des choses comme ça qui sont quasiment distancielles ou le soir, de faire des PIR quand vous serez interne et encore plus quand vous préparez le concours en 4e année. Donc, pensez bien à plutôt préparer le PIR en 3e année et consacrer votre 4e année à la préparation à l'internat. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes les questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, on va laisser les questions pour la fin et on va passer à la présentation des syndicats d'internes par Mathilde Castoli pour le FNSIP-BM. Ouais, vous m'entendez? Ça fonctionne bien? Ouais, c'est bon. Super. Parfait. Bon, du coup, je vais essayer de respecter le timing. Je n'ai pas prévu de diapo ou quoi que ce soit, mais 5 minutes, je pense que c'est assez court, donc je vais essayer d'être concise. Du coup, la FNSIP-BM, c'est la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale. Du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, en France, il y a 24 associations qui représentent les internes localement. En fait, il y a une association par faculté, plus une association en plus qui se situe à Brest. Et en fait, nous, on les regroupe tous dans une fédération et ça permet en fait d'interagir entre nous. Et en fait, les assos locales ont vraiment en général, quand vous devenez interne, vous organisez vos choix ou même font des tutorats pour le concours de l'internat. Je ne sais pas comment ça se passe à Paris, mais selon les villes, il y a des villes qui organisent des tutorats. Et nous, la FNSIP-BM, on a plus des rôles entre guillemets nationaux.
C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, on essaye de faire ouvrir une subdivision en Outre-mer pour les internes en pharmacie. On est plutôt sur la qualité de vie des internes, sur les groupes de travail du Ségur, sur ce genre de choses. Ou alors, on est en train de réfléchir à la suite après IPR, parce que je voulais faire un petit point là-dessus pour ceux qui se destinent à l'internat. Jusqu'à présent, il y avait la pharmacie hospitalière, la biologie médicale et la filière innovation pharmaceutique et recherche. Malheureusement, c'est la dernière. Il n'y aura plus d'internes en IPR à partir de l'année 2022. On a beaucoup de questions à ce sujet d'étudiants d'un peu toute la France, donc je voulais le repréciser. Pour l'instant, il n'y a pas de texte officiel puisque le nombre d'internes est décidé chaque année pour l'année d'après, mais c'est une certitude, c'est la dernière promotion d'IPR cette année, donc il va y avoir une suite et on est en train de travailler sur ce qu'on peut faire comme suite. Sinon, la FNSPBM, on a des VP filières, donc PH, biologie médicale, IPR pour l'instant encore. Et en fait, on peut répondre à des questions que vous vous posez sur les filières en général. Si vous avez des questions sur comment ça se passe la pharmacie hospitalière, comment ça se passe la biologie médicale, si vous avez besoin de rencontrer peut-être des gens qui travaillent dans ce domaine-là, vous pouvez nous contacter sans souci. Bon, vous avez bien sûr vos associations locales à Paris, le CIFIF, etc. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à les solliciter. Voilà, de toute façon, vous pouvez trouver sur le site de la FNSPBM, il y a les adresses de toutes les associations locales. Parce qu'en fait, quand vous allez passer le concours de l'internat, peut-être vous voudrez rester à Paris et peut-être pas. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi poser des questions aux associations qui sont dans les différentes villes pour savoir comment ça se passe au niveau des stages. Est-ce que, par exemple, la pharmacie clinique est développée? Est-ce que vous pourriez faire de l'industrie via l'internat? Est-ce qu'il y a des stages ouverts? Est-ce que, je ne sais pas, il y a beaucoup d'hématos? Est-ce que les équipes sont particulièrement connues en hématologie, ce genre de trucs? Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site. Il y a les contacts de toutes les assos d'internes locales, donc de toutes les villes. Il y a aussi nos contacts à nous si vous avez des questions d'ordre plus général. Voilà. En sachant que vous pouvez aussi, je voulais aussi faire un petit point là-dessus, mais à Paris, en général, vous êtes briefé, contrairement à d'autres villes. Il y a aussi la possibilité de faire industrie via l'internat, c'est un cursus un peu plus long, mais ça permet quand même de faire 4 ans de stage en industrie, en agence, à l'hôpital, et ça fait quand même un CV assez attractif. Mais bon, en général, à Paris, vous êtes briefé sur le sujet. Voilà, je ne sais pas si du coup les questions, c'est à la fin, tu disais, c'est ça? C'est ça, exactement, on les laisse à la fin. Et Ok. donc, merci beaucoup pour la présentation. Et donc, on va passer à la présentation du CIFIF, donc à ce moment-là, par Mathilde Roche. Je sais pas. Ouais. Bonsoir à tous. Merci Mathilde du coup d'avoir présenté la FNSIP. Alors, normalement, je peux contrôler, c'est ça? Voilà, normalement, tu as accès. Parfait. Ok, donc bonsoir, je me présente, je m'appelle Mathilde, du coup je suis la coprésidente avec Amandine François du CIFIF, donc c'est le syndicat des internes, mais au niveau de Paris et de l'Île-de-France. Donc qui sommes-nous? Nous sommes un syndicat donc, professionnel, apolitique, et on est les porte-voix des internes franciliens. Et cette année, nous sommes constitués d'une équipe de 28 internes, donc c'est-à-dire, comme pour la FNSIP, on est divisé en plusieurs équipes. Donc on a l'équipe de la pharmacie hospitalière, celle des IPR, parce que pour l'instant, il reste des IPR, et aussi les biologistes, la secrétaire, la trésorière, etc. Et donc, je vais passer à la diapo d'après. Ça ne fonctionne pas. Ah. Donc, à quoi ça sert le syndicat des internes? Donc, le syndicat des internes, le CIFIF, siège aux commissions locales et régionales qui décident du coup de l'ouverture, de la fermeture des postes,
Quand vous serez interne, vous découvrirez qu'il y a plusieurs phases dans l'internat avec la réforme et donc la décision de savoir si c'est dans quelle phase est chaque stage, etc. C'est décidé en commission où le CIFIF du coup siège. Ensuite, bien sûr, on répond à toutes les questions des internes. Comme le disait Mathilde, on est présent pour répondre aux questions des internes, mais aussi aux questions des étudiants. Si vous avez des questions sur l'internat, si vous ne savez pas vers quoi vous vous destinez ou qu'est-ce que vous pouvez faire en choisissant l'une ou l'autre filière entre la biologie ou la pharmacie, vous pouvez nous envoyer un email, il n'y a aucun problème, on répond aux mails. Si vous avez besoin de contacts dans les hôpitaux parce que vous voudriez réaliser des stages, on peut essayer de vous mettre en relation avec certains chefs de service qui acceptent généralement d'avoir des étudiants pour découvrir la pharmacie hospitalière ou la biologie. Voilà. Ensuite, au CIFIF, on a mis en place, ça a été mis il y a quelques années en place, un système d'évaluation et de pré-choix des postes. En fait, donc nous, on appelle ça la PEP. La PEP, ça nous permet de voir, en fait, chaque interne, à la fin de son stage, évalue son poste, ce qui permet aux autres internes, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on y fait, comment ça s'est passé au semestre dernier, etc. Quels sont les horaires, est-ce que les gardes, comment ça se passe pour les gardes, etc. Plein d'informations. Voilà. Ensuite, le CIFIF met à disposition les fiches de poste des stages, donc dans toutes les filières, ce qui permet aussi d'avoir les contacts des chefs de service, etc., ou de l'encadrant du stage. Le CIFIF organise aussi un congrès scientifique. Donc, le SynPhare, c'est celui des pharmaciens hospitaliers et des IPR. Il va avoir lieu samedi. Donc, il est ouvert aux étudiants. Donc, s'il y en a certains que ça intéresse, n'hésitez pas à venir voir. Et ensuite, on aura le Cobium qui aura lieu le 29 mai. Le Cobium, du coup, c'est le congrès scientifique qui concerne plus particulièrement la biologie médicale et les IPR. Je pense qu'à travers les différentes présentations du SynPhare ou du Cobium, vous pouvez avoir un aperçu de ce que les internes font en termes de travail, parce qu'ils présentent en fait leurs recherches qu'ils ont fait la plupart du temps sur leur stage. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. Ensuite, le CIFIF, bien sûr, il organise des soirées thématiques. Alors, bien sûr, il y avait les traditionnels apéros qui, aujourd'hui, avec le Covid, se sont stoppés, mais on a beaucoup d'autres choses. On a les bio-soirées pour les biologistes, c'est une soirée à thème que l'on développe avec un intervenant extérieur qui vient présenter, ça dépend de la thématique. On a les soirées pour les indus, pour tous ceux qui se destinent à aller faire de l'industrie ou alors travailler dans les agences. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses différentes qui permettent de vraiment voir ce qu'on peut faire avec l'internat, que ce soit à Paris ou dans les autres régions. Voilà. Ah oui, et dernier point, le financement des congrès. Le CIFIF finance certains internes pour participer à des congrès. Voilà. Passer la slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Et donc voilà, avez-vous des questions? Mais apparemment, les questions sont à la fin. C'est ça, exactement, merci. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à la présentation du TIP5 par Ahmed Ashrim. Ouais. Ah, le micro est encore coupé. Alors, je crois que on n'entend pas. Le micro est coupé. Non, toujours pas. Oui, pardon, excusez-moi. Ah, là, c'est bon. Pas de souci. Voilà. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus et d'avoir assisté à la séance. Donc, je me présente, je suis Ahmed, le vice-président du tuto de cette année. Je présente pour la première fois le tuto
cette année. Donc, c'est une association étudiante qui propose aux étudiants de Paris Descartes, enfin de la faculté de pharmacie de Paris Descartes, de les encadrer pour la préparation du concours. Donc, le tuto, il a quelques années maintenant, il a un peu plus de 3 ans. Il est composé, voilà, le bureau, en gros, c'est Antoine Ibos qui est le président, Dana Sakaf, la secrétaire, Mariam Bari qui est la trésorière et moi-même. Donc, l'objectif du tutorat, c'est vraiment de proposer un outil qui est adapté à la faculté Paris Descartes. Donc, comme vous le savez peut-être, la filière internat en fait n'existe pas forcément dans toutes les facultés et chaque faculté a sa propre organisation pour cette filière-là. Et on a la chance dans notre faculté d'avoir certains outils qui sont déjà mis en place par les professeurs, etc., avec les différentes ULC, et ainsi de suite, et même un aménagement du temps. En fait, le parcours est pensé intelligemment pour vous laisser le temps de préparer le concours. Donc, justement, on a cherché à adapter au maximum la période sur laquelle on va vous suivre, etc., pour éviter d'empiéter sur les partiels, d'être un peu plus présent sur les périodes où il y a moins de choses à faire à la fac ou ce genre de choses. Ça part aussi de l'objectif premier, c'était de donner aux étudiants un retour concret de personnes qui sont passées, qui ont eu le concours et qui sont passées par les mêmes difficultés, qui étaient à la même fac et donc qui ont une vision un peu plus fraîche, on va dire, du concours et des difficultés du concours. Et justement, c'est pour permettre aussi d'éviter la période où c'est un peu le flottement, où on sait qu'on veut faire l'internat, on ne sait pas trop par où commencer, est-ce qu'il faut suivre les cours de la fac, est-ce qu'il faut commencer à réviser à telle ou telle période, etc. Et donc justement, c'est aussi pour éviter un peu tous ces questionnements et un peu guider tout le monde sur le début de la préparation et jusqu'au bout, jusqu'au concours. Et ça permet aussi d'éviter l'isolement des étudiants. S'il y a des étudiants qui ont du mal à se lancer dans la filière internat, par exemple, qui ont leur groupe d'amis qui ne font pas forcément ça ou ce genre de choses, ça permet aussi d'éviter que ces étudiants se retrouvent isolés et puis se retrouvent à se démotiver ou ce genre de choses. Et enfin, pour comprendre rapidement la manière de s'organiser, la méthodologie du concours, comme vous le savez, le concours, il y a d'un côté les connaissances et de l'autre côté la manière de hiérarchiser ces connaissances et de les restituer pour le concours. Ça fonctionne au mot-clé et il y a une méthodologie très particulière pour avoir le maximum de points au concours. Et justement, c'est sur ça qu'on axe au maximum notre encadrement. Et vous avez en fait un des soucis du concours, c'est qu'il n'y a pas de grille de correction officielle. Il y a simplement des propositions de correction qui existent sur le site, mais qui sont très très light en fait. Si vous vous contentez de ce qu'il y a dessus, vous n'avez même pas la moitié des points. Et donc justement, le fait d'avoir un retour de personnes qui ont préparé ça pendant quasiment 1 an et demi, ça vous permet d'avoir un espèce de concentré des petits tips que chacun a acquis au fur et à mesure de sa préparation. Donc voilà l'effectif de l'association, donc les 4 personnes du bureau et surtout les 28 tuteurs on est très content de les avoir et c'est vraiment grâce à ça que le tutorat vit. Donc il y a 28 tuteurs de chacune des filières, donc il y a toutes les filières qui sont représentées, IPR, pharmacie hospitalière et biologie médicale. Il y a cette année 134 étudiants qui sont des tutorés. 134, c'est un effectif qui est très gros, donc on est très heureux cette année de pouvoir ouvrir le tutorat. Ça n'a pas toujours été le cas, mais cette année, on a pu accueillir toutes les personnes qui voulaient. C'était un point sur lequel on a énormément insisté pour que ça se réalise. Donc, tout le monde peut être accueilli aujourd'hui au tutorat sur simple demande. Donc les 4 grands axes, je ne vais pas m'attarder, hein, il y a 2 diapos encore, je ne vais pas vous assommer, mais grosso modo, concrètement, le tutorat, qu'est-ce qu'il propose? Donc ça va être une dizaine de séances qui vont s'organiser au fur et à mesure de l'année. Et concrètement, une séance, ça va être un sujet sur lequel les 28 tuteurs vont le préparer, vont vous faire un sujet, un cas clinique ou un exercice. Ils vont préparer une correction qui est très détaillée par rapport à ce qu'il y a sur le site sur les corrections qu'il y a que vous trouverez sur Internet. Et surtout, chacun on va débattre entre nous et vous allez avoir un peu le résultat de 28 personnes qui ont passé ce concours-là et qui vont vous dire bah non, moi je trouve ça c'est du détail, bah, moi je trouve que ce mot-clé-là il apporte quelque chose, etc.
Et ensuite, vous avez la séance en présentiel qui se déroule en ce moment par Zoom à cause des contraintes Covid et qui d'habitude est en présentiel. Donc concrètement, il y a 4 tuteurs qui sont là pour guider la séance. On vous donne les sujets une semaine avant, vous préparez les sujets et ensuite on corrige ensemble cette séance-là en vous laissant prendre la parole, en répondant à vos questions, etc. Et c'est des séances qui visent vraiment pas à remplacer un cours à la fac ou ce genre de choses, mais plus à vous donner ces clés dont je vous parle, ces clés méthodologiques, cette manière de rédiger et ces petits tips que vous n'aurez pas. C'est quelque chose qui m'a énormément apporté moi avant que je prenne un poste au tutorat en tant qu'étudiant quand j'étais en 4e année. Et c'est le cas pour la majorité des tuteurs. Et les tuteurs, justement, sont là pour un peu restituer ça et essayer de faire en sorte que ça soit quasiment que votre motivation qui vous permette de réussir ce concours et qu'il n'y ait pas d'autres biais par rapport à ça. Ensuite, il y a un boulot un gros projet de chaque année, c'est de vous préparer un concours blanc. Donc, ce concours blanc, en général, il a lieu un petit peu avant celui de la fac et le CBN. C'est pareil, on corrige à la main et ça vous permet, vous, d'avoir un premier aperçu sur votre manière de rédiger, sur votre état de connaissance, etc. Il y a aussi tout un panel qu'on va développer, je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais concrètement, on essaie de développer, comme on est beaucoup d'internes, on essaie de développer tout ce qui est témoignages, sur un peu d'interactivité. Les témoignages, ils permettent de vous projeter, de comprendre que quand vous préparez ce concours-là, vous avez des difficultés par lesquelles les personnes qui ont réussi ce concours sont aussi passées et d'un peu démystifier tout ça. Et puis une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous envoyer un message n'importe quand, que ce soit un message pour des questions de cours, un message pour des questions méthodo, un message pour des questions personnelles, gestion du stress, la manière de travailler, où est-ce que vous ont travaillé, etc. Et les réponses, ils se font via le compte du tuto, justement parce que on essaie de faire en sorte que le tuto, ça soit un peu une unité et pas des personnalités qui se mettent en avant, ce genre de choses. C'est vraiment le but, c'est de vous proposer quelque chose un outil, vous pouvez le saisir ou non, et cet outil, on essaie de faire en sorte que ça soit le plus équitable possible. Donc voilà, je vous ai fait une petite frise parce que je vous avoue qu'en 3e et 2e année, je ne comprenais pas du tout l'organisation de ce concours, de comment ça empiétait sur 2 années, etc. Donc, j'ai pris l'exemple des étudiants de cette année. On a pour habitude de dire que le concours se prépare à partir de la 4e année parce que le gros du programme du concours commence avec le programme de la 4e année. Et concrètement, quand vous arrivez en septembre 2020, donc c'est le début de votre premier semestre, ensuite vous avez le second semestre en janvier 2021. Et en gros, sur cette période-là, c'est une période où vous pouvez ne pas encore penser au concours. Il faut plus penser à votre orientation que est-ce qu'il faut que je travaille tel item ou telle chose ou ce genre de choses. Et c'est plus à partir du second semestre où à ce moment-là, vous pouvez commencer à regarder les items. Je vous ai fait un peu un espèce de dégradé de couleurs pour vous dire à quel moment il faut être focus sur le concours et à quel moment il faut être moins focus, on va dire. Donc jusqu'en février 2021, grosso modo, vous pouvez vous contenter de suivre les enseignements de la fac qui sont très très bien, les différentes ULC qui sont proposées par la fac. Et à partir de février, c'est là où vous allez avoir le tutorat qui va débuter ces séances avec justement une première séance méthodo et puis les séances classiques dont je vous parlais. En 2021, l'été 2021, c'est là où vous commencez à intensifier votre travail. La fac ne fait plus de cours, donc ça vous libère beaucoup de temps. Et c'est là où la grande partie du travail de fond va se faire. Et en général, c'est là que le concours blanc du tutorat a lieu. Ensuite, en septembre 2022, là, vous commencez votre 5e année. Il y a de nouveau des UE qui vous permettent de continuer à préparer ce concours, qui vont aller un peu plus loin avec H3, etc. Et c'est une période où là, vous êtes focus complètement sur le concours. Vous allez avoir tout de suite après le concours blanc de la fac et le concours blanc national en septembre et en octobre, et où l'échéance du concours, entre guillemets, se rapproche un petit peu. Et à partir de décembre 2022, c'est là où vous passez votre concours. Donc, vous êtes en 5e année, vous passez le concours et vous avez vos résultats un petit peu après. Et globalement, voilà, je vous encourage vraiment si vous souhaitez faire cette filière-là, à ne pas avoir peur et vous dire que ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, c'est vraiment uniquement de la méthodologie et de la motivation, et surtout de faire comme vous faites, de vous informer au maximum et d'un peu casser les clichés. Je suis biologiste de formation, mais justement, biologiste interne en biologie, mais justement, il faut essayer de s'informer au maximum des filières qui existent et qui l'internat ouvre vers plein de voies, et d'essayer de trouver la filière dans laquelle vous serez le plus épanoui, que ce soit IPR ou pharmacie hospitalière, et justement vous rapprochant des différents
des différents assos d'internes ou en envoyant des mails, ou n'hésitez pas à contacter, même si vous nous croisez un jour quand on pourra se revoir à la fac. Voilà. Bah, merci Ahmed pour cette présentation du TP5. Du coup, là, je vais vous proposer, on a fait un petit sondage pour les prochaines conférences, on va essayer d'améliorer tout ça. Donc, sur Zoom, si vous pouvez répondre à tout. N'hésitez pas, on a fait aussi un Gform avec quelques remarques si vous en avez. En attendant, vous pouvez poser des questions si vous en avez, qu'elles n'ont pas été répondues dans le chat. Et juste avant, je voulais juste revenir pour les personnes qui auraient des questions qui vont arriver plus tard. N'oubliez pas qu'il y a un afterwork qui aura lieu le 14 avril où vous pourrez poser des questions directement aux étudiants, etc. Donc notez bien la date, le 14 avril, c'est dans un mois, je crois. Et voilà, un mercredi dans un mois. J'avais une question, c'était pour la filière pharmacie hospitalière. C'était quoi la dernière place, le dernier prix de classement? Alors, pharmacie hospitalière à Paris ou pharmacie hospitalière toute région confondue? Les deux. Alors, à Paris, je n'ai pas le chiffre en tête. En tout cas, pharmacie hospitalière, toute région confondue, ça descend assez bas. Les toutes dernières. Enfin, après, je dirais quasiment jusqu'à 480, 490. Il peut y avoir encore des postes en pharmacie hospitalière. Mais on est sur des régions, là. On n'est plus du tout sur Paris. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Et aussi, le dernier prix, le classement, toutes filières confondues. La moyenne. Le dernier prix de moyenne? Je veux dire, le dernier classé. Le dernier classé, il est 510e. Enfin, il n'y a que 510 places. Alors après, et pour quelle moyenne? Alors, ça dépend des années. Cette année, ils se sont arrangés pour que le dernier qui soit reçu, y compris sur la liste complémentaire, donc on descend quand même assez bas sur la liste complémentaire, on descend à 700 et quelques places après, hein, donc 510 places, on descend, on continue jusqu'à 700, je ne sais plus combien ils en ont pris, mais attendez, je vais vous dire ça tout de suite, j'ai les listes là. On est allé jusqu'à 624 au dernier. Le dernier de la liste complémentaire, c'est 624. Donc, le dernier avait 10 sur 20 de moyenne, si on ramène à 20 toutes les notes, puisqu'en fait, c'est noté sur 620 le total. Donc, le dernier avait, si on ramène la note sur 20, 10. D'accord, merci beaucoup. Et c'est vraiment d'une année sur l'autre et ça dépend des jurys. Il y a des années où alors je ne vous en ai pas parlé, mais par exemple, si l'UEH3, vous l'avez validé, si vous avez reçu le concours de l'internat, je vous demande, il n'y a pas d'examen particulier, c'est la réussite au concours de l'internat qui vous le permet de l'avoir. Et on a bien mis dans les MCC que justement, c'était soit la réussite au concours de l'internat, soit la note de 10 sur 20, parce que par exemple, il y a eu des années où le dernier avait quasiment 12 sur 20. Donc c'est vraiment très variable d'une année sur l'autre. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de reprendre les questions qui étaient posées au fur et à mesure et ceux qui n'ont pas eu de réponse. Du coup, on avait une question, c'était quel est le statut que l'on possède après l'IPR? Dans l'internat, c'est ça? Je ne sais pas. Je sais pas, c'est juste qu'on avait une question, c'était quel est le statut qu'on possède après l'IPR? Je ne sais pas si il parle de... Après IPR, c'est-à-dire une fois qu'on a fini son internat, on a un statut de pharmacien, puisqu'on est diplômé comme tous les étudiants issus de la faculté, quelle que soit la filière, donc on est pharmacien, docteur en pharmacie. Et en plus, généralement, la plupart, alors en IPR, l'idéal, c'est d'avoir fait pendant son cursus d'internat un M2, s'il n'a pas été fait avant, et quand c'est possible, une thèse. Donc, si les étudiants qui ont fini IPR ont aussi une thèse, ils sont docteurs d'université. D'accord. Après, on avait une autre question, c'était quelle valeur a le stage de Pierre vis-à-vis du parcours de l'internat et est-ce qu'il est vraiment valorisant?
Alors, c'est deux choses complètement différentes. Le pire, donc vous pouvez faire l'internat sans avoir fait de pire, ça pose absolument aucun problème. Généralement, le pire va vous servir, comme son nom l'indique, hein, c'est un parcours d'initiation à la recherche. Ça vous permet de vous inscrire, on va postuler pour un M2. Donc, c'est surtout pour les internes qui veulent faire une carrière hospitalière principalement et qui veulent faire un M2, soit en posant une année recherche, soit en faisant enfin, il y a différents modes de financement, je pense que vous l'évoquerez peut-être dans d'autres conférences, mais c'est uniquement pour ces étudiants-là. On peut passer l'internat sans avoir fait de pire, ça pose aucun problème, c'est deux choses différentes. En revanche, le stage de pire, c'est un stage qui dure que 2 mois, suivant les pires, hein, mais généralement, c'est entre 2 et 4 mois, suivant les pires. Donc, vous avez ce stage-là ne peut pas compter comme stage d'interne. À l'inverse, dans certains pires, et en particulier c'est le cas du pire de génétique, mais vous pourrez vous rapprocher d'Éric Passement si vous avez des questions plus précises, il accepte en équivalence de ce stage de pire un stage d'internat dans un service de biologie génétique ou moléculaire. D'accord. Et après, du coup, il est demandé s'il est conseillé de prendre un pire donc il n'est pas conseillé de prendre un pire à 3 UMR. Alors, non, c'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème, c'est en fonction ensuite de votre projet. Parce que pour pouvoir postuler un M2, on va vous demander un pire. Alors, c'est sûr que si vous arrivez avec un pire santé publique et vous voulez faire de la génétique, ça va être un peu compliqué. Donc, en fait, il faut que votre pire soit en cohérence avec votre projet et en particulier avec votre M2 derrière. Alors, si vous avez un pire à 3 UMR, c'est moyennement grave. Vous faites vos 2 UMR pendant la 3e année, en DFSP3, en DFGSP3, pardon, vous faites votre stage de pire pendant l'été et ensuite vous faites votre 3e UMR durant le second semestre de 5e année. Une fois que vous avez passé l'internat, une fois que vous avez fini l'internat, vous pouvez faire un stage d'UMR à ce moment-là. D'accord. Du coup, après, on nous demande si l'internat est validant pour le pire au niveau du stage. Non, l'internat ne valide pas enfin, à part pour la génétique, je connais pas les autres, je crois pas que les autres pires acceptent un stage d'internat, quel qu'il soit, comme stage de validation. Un stage de pire, hein, c'est un stage de recherche. Hein. C'est un stage de recherche. Hein. Donc, c'est une initiation à la recherche. Vous êtes dans un labo de recherche type INSERM, CNRS, labo de fac, etc. Pasteur, Curie, enfin, voilà. Et ce n'est pas du tout la même chose que de faire un stage d'interne où vous allez avoir des fonctions d'interne, que ce soit la pharmacie hospitalière d'un hôpital ou dans un laboratoire de biologie médicale hospitalier. Donc, ce sont deux choses complètement différentes. Je crois que en dehors de la génétique qui accepte, parce que la frontière entre la routine hospitalière et la recherche en génétique, elle est vraiment ténue. Hein, donc, je crois qu'Éric Passement accepte, si vous êtes interne dans un service hospitalier de génétique, de valider ce stage comme validant le stage de pire, mais un stage de pire ne vous valide pas un stage d'interne. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et faites attention, si vous voulez faire, je ne sais pas moi, de l'immuno, c'est sûr que si vous avez un pire, n'importe quoi de santé publique, ça ne va pas le faire parce que ça ne correspond pas du tout aux objectifs qui vont être demandés pour sélectionner les étudiants qui vont faire le M2. Donc vraiment, il faut plutôt penser le pire comme étant une première marche pour accéder au M2 que vous voulez. D'accord. Après, on nous demande s'il est nécessaire de classer les vœux par ordre de préférence. Pour, je pense, spécialité, je pense. Les vœux une fois que vous avez été reçu à l'internat ? Je pense, oui, par rapport aux spécialités. Alors oui, bien sûr, il faut classer vos vœux en fonction de vos préférences. Alors après, c'est vraiment très personnel. Est-ce que vous privilégiez la région dans laquelle vous souhaitez rester ou est-ce que vous privilégiez la filière? Ça, c'est à chacun de se positionner en fonction de sa vie personnelle. Hein. D'accord. Il y a eu aussi une question par rapport à ceux qui n'ont pas pu faire de stage l'année dernière à cause du Covid. Et donc, pour savoir si le pire allait être validé sans stage ou comment ça va Alors se passer. ça, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut se rapprocher, c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut se rapprocher des coordonnateurs de pire et de leur demander comment ils peuvent faire valider. Soit est-ce qu'il y a une équivalence, est-ce qu'il y a eu parfois il n'y a pas eu de stage, mais il y a eu un travail qui a été fait de recherche bibliographique. Il y a peut-être des moyens d'équivalence de valider ce stage comme ça. C'est vraiment une année exceptionnelle, donc il faut voir avec chaque responsable de pire. D'accord.
Et alors, s'il y a des gens ont des questions sur... Je crois qu'il y a une question, c'était combien on a de temps pour faire ce stage de peer et il est nécessaire de en faire en fin de troisième année. Alors, vous pouvez le faire quand vous voulez, mais c'est mieux de le faire si vous avez commencé le peer en troisième année, de le faire dans la foulée en troisième année, dans l'été de la troisième année, parce que là, vous avez du temps, vous n'allez pas encore vous lancer fortement dans la préparation à l'internat. La quatrième année, elle est très chargée, vous avez ça, vous avez le CSP, la préparation d'internat, c'est vraiment une année très lourde. Je ne vous conseille pas, en tout cas, de vous lancer l'été de la fin de votre quatrième année, de préparer l'internat et de faire un stage de peer en même temps. Vous n'allez pas pouvoir courir tous les lièvres en même temps. Donc vraiment, le stage, il est plutôt à faire l'été de votre troisième année que de le faire après en quatrième année. C'est plus compliqué. Tout est possible, hein, bien sûr. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire, mais ça va devenir très compliqué. Après, chef, il reste un peu de temps entre la fin de l'externat et le début de l'internat maintenant qu'ils ont modifié les dates, non? Alors, l'externat se termine fin août. La prise de fonction des internes, c'est au 1er novembre, 2 novembre exactement. Donc, vous avez cette période-là aussi éventuellement, oui. Mais il faut trouver un stage qui vous accepte sur cette période-là. C'est possible. Vous avez 2 ça, il mois. faut faire attention parce que les laboratoires de recherche ont plus l'habitude de prendre des stagiaires de 2 mois l'été. C'est ça. Mais après, si vous n'en avez vraiment pas et que vous voulez vraiment en faire un, il faut toujours voir. Évidemment, il faut s'y prendre en avance. Mais il faut toujours évaluer ce petit créneau-là, sauf si vous prenez un poste de FFI, évidemment. Oui, tout à fait. Et puis surtout, vous n'aurez pas eu de vacances. Ça, c'est un autre souci. D'accord. Après, on a une autre question, c'est est-ce que travailler en recherche en étant en biologie médicale suppose d'être lié à une université? Alors, ça veut dire, une fois que vous avez fini l'internat, vous voulez faire de la recherche, c'est ça? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez être chercheur temps plein, donc vous faut intégrer, alors il faut faire un postdoc, là c'est un parcours de combattant, hein, il faut faire une thèse d'université, aller faire un postdoc, et puis passer les concours pour être chargé de recherche, directeur de recherche. Donc là, on est sur une carrière de chercheur temps plein. Ou l'autre possibilité, c'est d'être hospitalo-universitaire. Donc là, vous êtes enseignant-chercheur en même temps. Et en effet, vous pouvez, il faut avoir un poste d'enseignant à la faculté et vous avez une activité de recherche généralement qui est liée à cette activité d'enseignement. Et il y a une question, c'était avec quelle autre profession on est en contact en biologie médicale? Alors, vous êtes en contact surtout avec les cliniciens. Ça c'est sûr, hein, on est en interaction constante avec les cliniciens. Vous êtes en contact avec votre équipe de techniciens. Vous avez, alors ça dépend des structures, mais moi par exemple à Cochin, j'ai un ingénieur aussi, un ingénieur en biologie médicale. Donc vous êtes en contact avec des cadres. Et surtout, si vous êtes amené à avoir des responsabilités de gestion de service, vous êtes en contact avec l'administration hospitalière et là, voilà, vous avez tous les échelons. Il y a une question, c'était et après le concours dans l'internat, aucun timing pour le faire? J'imagine que ça parle du stage. Aucun timing, je n'ai pas compris pour. Aucun timing pour faire le stage après le concours de l'internat. Le stage de quoi? Si, c'est ce dont j'ai parlé. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. Après le concours d'internat, oui, vous avez cette petite niche des 2 mois, hein, comme l'a dit Déborah, de 2 mois entre la fin de votre externat, qui se termine donc au 31 août, et la prise de fonction de votre premier semestre d'internat, qui va commencer le 2 novembre. Donc là, il y a une petite niche de 2 mois. Mais je vous conseille de bien l'avoir préparé et d'avoir déjà chercher votre stage et négocier votre stage pour pouvoir le faire sur cette période-là. C'est possible, hein, tout est possible, mais c'est plus compliqué. D'accord. Moi, je pense que là, ça va être la dernière question. On nous demande si le peer chimie sert à quelque chose, si on veut faire l'internat, dans le sens où si on se demande s'il y a des carrières hospitalo-universitaires, notamment impliquant de la chimie thérapeutique, par exemple. Là, Déborah, c'est un bel exemple, hein, je crois que tu l'as fait. Moi, personnellement, j'ai fait le peer chimie et j'ai fait un master 2 de chimie médicinale et pharmacologie moléculaire. Et je suis en pharmacie hospitalière, pas en biologie. Faut pas oublier que le pharmacien, il est quand même connu pour normalement être bon en chimie. Et du coup, il y a des carrières possibles. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère.
On verra. Oui, oui, c'est possible. Alors, ça va pas vous servir à préparer l'internat, je ne pense pas, parce que Non, vraiment, la chimie à ça l'internat, ça sert pas reste de du la tout. chimie très analytique. Et puis, bon, pour les quelques structures qu'on vous demande, je pense que vous n'avez pas besoin de faire un pire. Donc, pour la préparation, je ne pense pas. En revanche, est-ce qu'après, vous voulez faire une carrière plus orientée en étant chimiste? Vous pouvez. Alors, Michel Vidal est chimiste de formation et pharmacien, mais il n'a pas fait l'internat, mais il travaille à l'hôpital Cochin. Vous voyez, ça peut vous donner des profils. Donc, c'est un profil atypique, c'est vrai, mais ça peut permettre d'avoir des débouchés. C'est toujours bien d'avoir des chimistes. C'est intéressant de travailler avec des chimistes. Déborah, c'en est un bel exemple. Voilà. D'accord, bah, merci pour cette réponse. Du coup, là, ça va être la fin de cette conférence. Je voulais remercier tous les intervenants d'avoir pu participer et c'est une bonne soirée. Et n'hésitez pas à venir aux prochaines conférences sur cette spécialité. Et on en fait une aussi sur l'afterwork et après sur, je crois que la filière industrie, on passe par l'internat. C'est ça. Et on reprend donc la semaine prochaine avec la biologie médicale. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.